Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Laetitia Holler, je suis coordinatrice du service économique à la Chambre de métiers et de l'artisanat de région Nouvelle-Aquitaine. Et soyez les bienvenus pour ces 12e rencontres digitales de la création reprise d'entreprise. Cette année, elles sont 100% digitales, donc vous allez pouvoir participer à différents webinaires. Et le thème de ce créneau est la reprise d'entreprise, voir avec vous si c'est une chose auquel vous avez pensé et comment ça se passe une reprise d'entreprise euh, au niveau de différentes étapes à suivre. Donc, le webinaire va être de 9h45 jusqu'à 10h45. On va respecter ces créneaux puisque les webinaires s'enchaînent. Donc, quelques consignes au préalable. Donc, vous avez un temps, c'est un temps d'échange en fait qui va être prévu sur 45 minutes de présentation. Et puis, on va consacrer à peu près 15 minutes sur des questions-réponses qui vont venir à l'issue de la présentation. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez poser vos questions depuis le chat. Donc, c'est l'icône que vous avez qui apparaît qui s'appelle discussion. Ou alors, vous avez la possibilité de prendre la parole. Dans l'idéal, ce que je vous propose, comme on est nombreux, c'est de poser vos questions dans le chat. Comme ça nous permettra de voir à l'issue de l'intervention quelles sont les questions lesquelles ont émergé durant la présentation et puis ça permettra de tenir le timing surtout. Ce que je vous demande aussi, c'est de garder vos micros et vos vidéos coupés durant le webinaire. Et je vous informe que ce webinaire est enregistré. Comme ça, vous pourrez le revoir en replay. Le replay sera disponible d'ici une semaine à peu près. Donc, vous allez voir que les différents slides ont des contenus qui sont plutôt conséquents. Donc, ça vous permettra de les reprendre au fur et à mesure grâce au replay. En revanche, les questions-réponses ne seront pas enregistrées. Et puis, à l'issue de cette intervention sur le webinaire, vous aurez un questionnaire de satisfaction qui apparaîtra 5 minutes avant la fin du webinaire. C'est un questionnaire qui se répond très, très rapidement. Hein. C'est question fermée, oui, non. Ça vous prendra 2 minutes à répondre. Donc, s'il vous plaît, pour nous permettre de rendre cet événement perfectible, on a besoin d'avoir vos retours. Donc, n'hésitez pas à remplir ce questionnaire qui vous sera diffusé à la fin de ce webinaire. Alors, le thème de ce jour, la reprise d'entreprise. Donc, la reprise d'entreprise, c'est comme la création d'entreprise, le parcours est identique. Les étapes sont similaires. Après, on peut être plus ou moins avancé en fonction des étapes. On peut être au niveau de l'idée j'ai une idée de créer une entreprise ou de reprendre une entreprise. Mais après, les étapes, on va les retrouver sur l'ensemble des processus de création ou de reprise d'entreprise. Donc, il y a l'adéquation homme-projet, c'est est-ce que je suis fait pour être chef d'entreprise? Quelles sont mes motivations? Qu'est-ce que je recherche? Quel est mon projet? Qui va nous permettre de mieux définir le projet derrière. Ce projet, eh bien, on va étudier le marché, voir quels sont les concurrents, sur quel secteur je vais me développer, mes clients, quelle stratégie commerciale je vais mettre en place, ce qui va me conduire à étudier financièrement mon projet, quels moyens de financement je vais avoir, qu'est-ce qu'il faut que je prenne en compte pour financer mon entreprise, comment je vais la financer, est-ce que c'est de l'apport personnel, est-ce que c'est de l'emprunt, est-ce que c'est des prêts bancaires, est-ce que c'est du business angels, et puis quel volume d'activité je vais réaliser. Donc, je vais faire les prévisionnels sur mes perspectives de chiffre d'affaires, la rentabilité de l'entreprise. Et à partir de là, à partir de cette étude financière, je vais pouvoir mettre en place la structure juridique, étudier les solutions fiscales, sociales qui sont nécessaires pour la concrétisation de mon entreprise, avec un passage via les banques pour financer ce projet et la concrétisation par l'immatriculation de l'entreprise. Donc, derrière l'immatriculation, c'est je donne forme, vie à mon entreprise. Que je la reprenne, que je la crée, il y aura un passage qui formalisera cette concrétisation et cette formalisation de l'entreprise.
Ensuite, on est sur la vie de l'entreprise qui va conduire à des embauches, des développements, des investissements. Et par la suite, eh bien, soit l'entreprise, à la fin de sa vie, il y a une cessation, ou alors on passe sur la transmission avec un nouveau projet de reprise à la clé. Donc, qu'on soit créateur ou repreneur, on passe sur ces différentes étapes. Donc, au préalable, là, que l'on soit créateur ou repreneur d'entreprise, on va se poser les mêmes questions. Et ce qu'il est important de se poser comme question avant même le projet de reprise, pardon, c'est des questions d'ordre personnel. Sous-entendu, est-ce que j'ai le soutien de mon entourage, par exemple? Est-ce que dans mon entourage, moi, j'ai décidé de devenir chef d'entreprise? Est-ce que dans mon cercle familial proche, est-ce que tout le monde est dans le même ordre de marche, par exemple? Vous avez décidé de prendre cette aventure, c'est un changement de vie. Derrière, on veut vérifier par ces questions-là si le conjoint, quel va être l'impact sur la famille, de voir si tout le monde soutient le projet ou au contraire, il peut y avoir des réticences ou des freins. Ce qu'il va falloir se poser comme question, c'est quels sont vos besoins personnels financiers? Quel est le minimum qu'il faut que vous dégagiez comme revenu pour vous permettre de vivre? Donc ça, ce sont souvent des questions qui, au démarrage, que l'on soit en création ou en reprise, on a toujours à l'esprit: je vais mettre le maximum sur mon entreprise, je ne vais pas me dégager de rémunération, je vais faire le maximum tout de suite, mettre toutes les chances pour que l'entreprise, elle se développe rapidement. Et effectivement, on ne prend pas forcément en compte qu'il y a des besoins minimums qu'il faut pouvoir satisfaire. Sa capacité à sacrifier du temps libre. Là aussi, créer ou reprendre une entreprise, on va avoir effectivement une modification dans le temps qui nous est consacré, temps personnel, temps libre et le temps consacré à l'entreprise. Donc ça aussi, de bien se poser la question et de voir quelle est ma capacité, moi, à dégager du temps libre et comment je vais faire pour maintenir un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et puis, sa capacité de remise en question, parce que les évolutions font qu'on peut avoir aussi des éléments qui font que ça ne se passe pas comme prévu, l'accompagnement qu'on avait anticipé, ce n'est pas prévu comme ça devait l'être, le chiffre d'affaires n'est peut-être pas au rendez-vous. Avoir cette capacité de remise en question, de voir si on est capable de réagir, ou si on n'est pas capable de réagir, comment se faire accompagner pour avoir ces petites alarmes qui nous permettent de mener à bien notre projet. Et puis au niveau de l'entreprise et du côté professionnel, ça va être de vous poser la question de quelle activité vous voulez développer ou reprendre. Bien focaliser sur l'activité que vous souhaitez. Qu'elle soit très large ou alors très, très précise, mais de bien poser sur le papier l'activité que vous souhaitez développer. On a souvent des projets de reprise qui sont très, très larges et très, très largement, on se dit, le repreneur se retrouve aussi à avoir une amplitude très importante d'entreprises à reprendre et on risque de se perdre. Alors que si on focalise sur les activités réelles que l'on souhaite faire, ça va permettre de faire décliner d'autres questions qui vont être, par exemple, est-ce que j'ai la qualification ou l'expérience dans le domaine d'activité que je souhaite cibler? Et puis, il va falloir mettre en place des objectifs. Qu'est-ce que je veux comme entreprise et comment je la vois dans le futur? Enfin, on va regarder quels sont les besoins en formation que je vais avoir. Je n'ai peut-être pas forcément l'expérience complète par rapport au domaine d'activité que je souhaite faire, que je souhaite reprendre. Il y aura peut-être des besoins de formation qui seront nécessaires pour pouvoir reprendre une entreprise. Alors, les avantages et les inconvénients de la reprise d'entreprise. Alors, il y a beaucoup d'avantages dans le sens où le processus, il est plus rapide. Pourquoi il est plus rapide? C'est parce que, en fait, l'outil de travail, il est déjà existant. Le personnel est déjà dans l'entreprise, il est déjà formé, il est déjà aguerri, il sait comment fonctionne l'entreprise. La clientèle,
ben, elle est déjà acquise par rapport à une création où on part de zéro, ce qu'on appelle une création ex nihilo. Vous n'avez pas la garantie de conquérir la clientèle au volume que vous souhaitez. Alors qu'ici, la clientèle, elle est déjà acquise et vous avez un moyen ensuite de développer votre clientèle si vous le souhaitez, mais vous avez déjà un noyau dur. Et puis, vous bénéficiez de la notoriété de l'entreprise. La communication, elle est déjà faite. L'entreprise a déjà une réputation. Alors que lorsque vous créez, vous allez avoir toute une démarche de se faire connaître au démarrage de l'activité. La rémunération aussi, elle est plus rapide, dans le sens où l'entreprise, elle existe déjà, elle génère déjà du chiffre d'affaires, et donc elle développe un résultat, des bénéfices qui vous permettent, vous, de vous rémunérer. Il y a moins d'inconnus aussi, parce que l'entreprise existant déjà, elle a un historique. On sait comment elle fonctionne, on sait quel est son chiffre d'affaires, comment elle évolue. Et puis, il y a aussi, le fait qu'il y ait moins d'inconnus, c'est que lorsqu'on reprend une entreprise, le taux de pérennité, le taux de survie de l'entreprise est beaucoup plus fort. Quand on compare avec une activité, si je prends l'exemple de l'artisanat, une entreprise en création, au bout de 5 ans, il y a 50% de chances qu'elle ne survive pas. C'est 50-50. C'est-à-dire au bout de 5 ans, il se peut que vous n'existiez plus. Pardon. Lorsqu'il s'agit d'une reprise dans l'artisanat, ce taux de survie, en fait, sur 10 entreprises, on est entre 7 et 8 entreprises qui survivent. Donc, le taux de pérennité est quand même beaucoup plus fort qu'à la création. Et puis, sur les financements, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des financements bancaires parce que la banque a l'historique de l'entreprise que vous reprenez. En revanche, il y a quelques inconvénients. La première, c'est que les perles rares ne courent pas les rues. En effet, retrouver une entreprise qui soit opérationnelle, qui ait un coût de rachat qui soit faible, avec des salariés formés, avec un résultat qui soit très, très fort, une très, très forte rentabilité, c'est pas si facile que ça à trouver. Après, c'est pas parce que la perle rare ne court pas les rues qu'il n'y a pas de belles opportunités de reprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme le principe de recrutement, le mouton à 5 pattes, il n'existe pas. Donc, il va falloir aussi vous dégager des priorités en fonction de le ciblage d'entreprise que vous avez. Le coût peut être un peu plus élevé et encore, ce n'est pas forcément évident. Le coût plus élevé que le fait de créer de toutes pièces. Ce n'est pas forcément évident parce qu'on peut avoir des entreprises qui ont des montants de cessation qui sont équivalents au fait que vous montiez votre projet de création avec les investissements qui sont nécessaires, la communication, les différents coûts que vous pouvez avoir. On peut se retrouver sur un niveau d'équité. L'inconvénient qui ressort aussi souvent sur un projet de reprise, c'est qu'on n'a pas le droit à l'amateurisme, dans le sens où il faut être opérationnel dès le premier jour. C'est exactement la même chose lorsqu'on est en création. Il va falloir être opérationnel dès le premier jour. Mais autant sur la création, on a le temps de se préparer que là, sur la reprise, l'entreprise fonctionne déjà. Donc, on prend la machine en route. Elle continue de tourner et nous, on intervient à ce moment-là. Donc, il faut être prêt. Et puis, ce qui peut arriver, c'est que on ait des reprises avec des salariés et qu'on puisse avoir, lors de la reprise, de devoir faire preuve de diplomatie parce qu'on reprend une entreprise, on intervient, on apporte sa touche personnelle, il peut y avoir du changement et il va falloir faire preuve de diplomatie pour accompagner ses salariés, les clients, les fournisseurs sur ce changement qui se met en place. Donc, sur la reprise d'entreprise, comment on va préparer son projet d'entreprise? On va débuter tout d'abord par se poser toutes les questions avant de se lancer. C'est comme la création, quelles sont vos motivations? Pourquoi vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise? Qu'est-ce qui vous motive? Ça, c'est important de se poser et de le poser par écrit parce que lorsque vous allez reprendre une entreprise ou lorsque vous allez créer une entreprise,
Ces motivations, elles sont très importantes parce que vous allez conduire en fait votre développement en fonction de ces motivations. C'est la motivation qui vous aidera à vous lever le matin lorsque l'entreprise, ça ne sera pas passé comme vous voulez. Si vos motivations, elles ne sont pas claires dès le départ, et ben, elles ne seront pas stimulatrices pour le quotidien de l'entreprise. Donc les motivations, elles peuvent être diverses, hein, je veux être mon propre patron, je veux avoir une entreprise qui correspond à mes valeurs, je veux avoir une forte rémunération, je veux apporter un service au client. En fonction des motivations, eh ben, le guide que vous allez donner à votre entreprise, l'ordre de marche va être différent. Vous demandez aussi quelles sont vos compétences réelles. Alors, derrière les compétences, ce n'est pas uniquement le diplôme et l'expérience que vous avez, c'est quelles sont mes capacités à. En tant que chef d'entreprise, on va vous demander des compétences qui sont aussi bien des compétences de management, des compétences d'acheteur, des compétences de commercial. Ça va être au-delà de la technique ou du métier pur. Donc, de bien lister les compétences que vous avez. Alors, encore une fois, un chef d'entreprise, il devrait avoir toutes les compétences nécessaires à la direction d'une entreprise. Bien évidemment, on ne peut pas avoir toutes les compétences. Mais de savoir quelles sont les compétences que j'ai et celles que je dois acquérir ou je dois me faire accompagner par rapport à ça, c'est important de le poser dès le départ. Là aussi, il y a des formations, donc on peut envisager des formations qui peuvent vous permettre d'acquérir ces nouvelles compétences. Et puis, ces compétences-là, elles vont aussi avoir un impact sur le type d'entreprise que vous allez rechercher. Quand on fait une reprise d'entreprise, on va retrouver par exemple des personnes qui sont des purs financiers, qui souhaitent reprendre une entreprise, qui vont reprendre des entreprises, par exemple des entreprises artisanales où forcément ils n'ont pas la compétence métier. Donc forcément, quand ils vont rechercher ces entreprises-là, soit ils vont rechercher du conseil ou trouver une personne en interne sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Donc, en fonction des compétences que l'on a, effectivement, on va peut-être rechercher des entreprises avec des salariés et des personnes qui sont capables d'encadrer, ou alors je vais me former pour avoir ces compétences et pouvoir parler le même langage et pouvoir travailler sur l'ensemble des activités de l'entreprise. Il faut aussi se demander quels vont être les bouleversements. Alors, bouleversement, c'est peut-être un mot un peu fort, mais qu'est-ce que ça va impacter sur votre vie privée? Le fait de reprendre une entreprise ou de créer une entreprise, mais qu'est-ce que ça va impacter sur l'environnement familial, le fait que vous ayez peut-être été auparavant salarié, d'avoir une rémunération fixe et maintenant de reprendre une entreprise avec une rémunération qui ne sera peut-être pas la même tous les mois ou peut-être qu'il y aura des mois où il n'y aura pas de rémunération. Mais qu'est-ce que ça va engendrer sur le privé? Quels sont vos moyens financiers? Qu'est-ce que vous avez pour reprendre une entreprise? Si vous avez 0 d'apport, si vous avez un petit peu d'apport personnel ou vous avez beaucoup d'apport personnel. Donc, quels sont ces moyens? Parce que derrière, effectivement, ça va avoir un impact sur le type d'entreprise à reprendre ou comment je vais mobiliser des fonds pour faire un apport qui sera nécessaire à la reprise. Votre projet de reprise est-il cohérent? Mais c'est de voir par rapport à ce que vous souhaitez faire, les compétences que vous avez, si ça correspond bien au projet et au type d'entreprise que vous ciblez ou secteur d'activité. Et puis, en fonction de ça, quels sont les critères que vous allez déterminer vers l'entreprise que vous allez reprendre? Je cherche une entreprise avec 1 ou 2 salariés, je cherche une entreprise plus conséquente avec 10 salariés, je cherche une entreprise dans un secteur d'activité bien précis, qui a des compétences techniques bien précises. C'est là où il va falloir déterminer les différents critères. Et donc, à partir de là, vous allez avoir des supports qui vont vous permettre, des conseillers ou des sites internet qui vont vous permettre de refaire votre recherche d'entreprise. Donc, le premier réseau, celui qui est le plus simple, c'est le réseau relationnel. En fait, c'est
Ça peut être votre employeur actuel. Vous pouvez éventuellement voir l'employeur actuel souhaite transmettre son entreprise, il vous en fait part. Ça peut être la reprise dans le milieu professionnel. Vous avez eu connaissance par un fournisseur, un client ou un concurrent où l'entreprise serait à reprendre. Vous pouvez avoir l'information ou reprendre une entreprise d'un membre de la famille ou d'un ami ou d'une connaissance. Ensuite, vous avez des syndicats professionnels. Donc, en fonction des activités, si on prend le bâtiment, par exemple, vous avez les organisations professionnelles type U2P, FFB ou la CAPEB, la Fédération française du bâtiment, qui peuvent vous accompagner avec leurs adhérents qui souhaitent transmettre leur entreprise. Vous avez aussi des entreprises spécialisées dans la mise en relation de cédants et de repreneurs. Et puis, vous avez les organismes consulaires, chambres de commerce, chambres de métiers et de l'artisanat, qui peuvent aussi vous accompagner. Donc, soit par le biais d'un site internet qui s'appelle Transentreprise, c'est transentreprise.com. Ça, je pourrais vous le mettre, je vous le mettrai dans le fil de conversation, le lien. Ce site est un site qui met en relation les cédants et repreneurs. Vous pouvez établir une fiche repreneur qui nous permet à nous de vous cibler des entreprises qui correspondent aux critères que vous avez déterminés préalablement. Et puis, vous avez des annonces d'entreprises à céder qui sont réparties par secteur géographique, par activité et par montant de cession. Donc, ce site Transentreprise, il est national. Vous pouvez faire des recherches aussi bien au niveau d'un territoire qu'un département ou une région, voire au niveau national si vous le souhaitez. Il y a aussi la Bourse nationale de la transmission d'entreprise. Donc ça, c'est géré par BPI France. Là aussi, c'est une information qui est donnée. C'est une mise en relation par le biais d'annonces. Et puis, vous avez aussi d'autres acteurs nationaux qui interviennent sur la transmission, comme par exemple la région Nouvelle-Aquitaine qui a des informations qui peuvent vous donner au niveau de la transmission et qui peuvent vous accompagner au niveau des financements de reprise d'entreprise. Donc, les conseillers de la chambre de métier, de la chambre de commerce peuvent vous accompagner sur la reprise d'entreprise. Donc, on peut aussi vous accompagner sur l'identification d'entreprises qui seraient à transmettre. Donc, au préalable, sur les premières sélections, on va reprendre aussi la même chose. Quels vont être les critères pratico-pratiques en fait, du ciblage de l'entreprise à reprendre? Donc, ce qu'il faut voir lorsque vous repérez une entreprise, c'est dans quelle mesure en fait l'entreprise elle va répondre aux objectifs que vous vous êtes fixés. Un exemple, par exemple, sur la reprise d'une entreprise qui a 10 salariés, alors que vous vous êtes fixé comme objectif d'avoir une entreprise à 2 ou 3 salariés, bon, c'est déjà quelque chose qui ne correspond pas à votre objectif. Ça peut être ça, ça peut être au-delà sur un volume de chiffre d'affaires ou une intervention de l'entreprise qui est sur un secteur régional et vous souhaitez travailler au niveau départemental. Est-ce que ça correspond bien aux objectifs et aux critères que vous vous êtes fixés? Est-ce que vous voyez aux commandes de cette entreprise? Lorsque vous ciblez une entreprise, il y a une connaissance qui peut être assez juste de l'entreprise, si c'est celle de votre patron, si c'est celle de votre employeur ou si c'est celle d'un membre de la famille. Vous connaissez l'entreprise, ça vous donne déjà une idée. Est-ce que vous voyez aux commandes de cette entreprise? Donc ça, c'est 2 questions basiques. C'est plus vous en tant que personne par rapport à l'entreprise que vous avez ciblée. Ensuite, il y a les critères pratiques. Quelle taille d'entreprise je souhaite sélectionner? Où est-ce que je souhaite, quel secteur géographique je souhaite cibler? Le secteur d'activité, le type de clientèle. Si j'ai une clientèle, par exemple, je souhaite reprendre un salon de coiffure
Je veux faire salon de coiffure plutôt jeune et en ville. Et en fait, je trouve des offres qui sont plus en milieu ruraux où la coiffeuse travaille énormément, une population qui est dite senior et elle travaille beaucoup avec des maisons de retraite, ça ne va pas forcément correspondre. Donc, ça va être le type d'informations qu'on va essayer de récupérer pour savoir si la clientèle que l'on souhaite nous développer correspond à la clientèle existante. Les savoir-faire qui sont nécessaires, hein, que vous les ayez vous ou qu'ils soient présents dans l'entreprise. Et puis après, la surface, la localisation d'un local commercial, si vous avez besoin d'un local commercial, etc. Et puis au niveau des critères économiques, c'est de voir si l'entreprise, quel chiffre d'affaires elle génère, si elle génère des bénéfices ou des pertes, comment ça se passe. Si l'entreprise elle est rentable actuellement et si elle n'est pas rentable, d'essayer de savoir pourquoi elle n'est pas rentable. La clientèle aussi, de vérifier si elle est bien diversifiée ou non. Parce que derrière, si elle n'est pas diversifiée, ça peut être aussi le risque de perdre, si on n'a qu'un seul gros client ou quelques gros clients, c'est le risque de perdre cette clientèle et d'avoir un impact très, très fort sur l'activité de l'entreprise. Donc, de bien vérifier qu'il n'y a pas que quelques gros clients et que ce sont des clients historiques qui potentiellement pourraient quitter l'entreprise au moment de la reprise. De voir si le marché est en croissance ou non. Ça aussi, c'est important de le voir. Donc, lorsqu'on rachète une entreprise, il y a deux moyens. On peut racheter soit le fonds, soit on rachète les titres de la société. Le fonds de commerce ou fonds artisanal, il est constitué d'éléments, ce qu'on va appeler des éléments incorporels et des éléments corporels. Incorporel, c'est ce qui n'est pas palpable. C'est la clientèle, c'est le non commercial, c'est le droit au bail pour la location d'un local, c'est des marques, des brevets. C'est toute cette partie-là qui va faire partie des éléments incorporels. Et puis, on va avoir les éléments corporels, c'est le matériel. Vous allez avoir le matériel, l'outillage, le mobilier, les véhicules. Toute cette partie-là va faire partie des éléments corporels. Et cet ensemble va constituer un fonds de commerce. Alors que lorsqu'on achète des titres de société, on va racheter l'ensemble. C'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes éléments. Donc, on rachète le fonds de commerce, mais on va aussi racheter les stocks, les créances clients, donc les clients qui n'ont pas encore honoré l'ensemble de leurs factures, et puis la trésorerie de l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant, lorsqu'on rachète l'ensemble, on rachète aussi la trésorerie de l'entreprise. Par contre, on rachète la trésorerie, mais on rachète aussi le passif de l'entreprise. Sous-entendu, on rachète aussi ses dettes. S'il y a des emprunts bancaires, on rachète les emprunts bancaires. Et d'une manière ou d'une autre, qu'on rachète un fonds ou qu'on rachète des titres de société, il y a une chose qui est implacable, c'est que vous aurez l'obligation de reprendre les salariés avec leur ancienneté. Donc ça, vous n'avez pas la possibilité de racheter le fonds de commerce sans les salariés s'il y a des salariés. Et on les reprend avec l'ancienneté. Toujours garder cela en tête. Et avec le même principe de rémunération. Donc, sur les reprises d'infos, pardon. Ce qui est intéressant sur le fonds, c'est qu'on rachète que l'actif, c'est-à-dire qu'on ne rachète pas les dettes de l'entreprise. Le fonds, ça sert de base aussi pour la négociation de garantie bancaire. La banque peut se servir du fonds comme garantie. Il n'y a pas de reprise des dettes, donc ça, c'est vraiment, ça peut être un plus dans la négociation et pour vous rassurer au niveau de la reprise de l'entreprise. Et ça vous permet aussi de définir la structure juridique de votre entreprise, puisque vous ne reprenez pas des titres de société, vous ne reprenez pas la structure en tant que telle. Là, vous allez la racheter et vous allez créer l'entreprise, la structure qui va vous permettre de mettre le fonds. L'inconvénient, c'est que vous avez des droits d'enregistrement qui sont plus importants. Et vous avez la perte de continuité de relation que vous aviez avec la banque. C'est-à-dire que là, vous allez repartir de zéro au niveau de la relation bancaire. Les taux d'emprunt qui étaient négociés avec le prédécesseur, il n'est pas sûr que vous puissiez négocier les mêmes taux, vous, lorsque vous allez reprendre.
le montant financier aussi du rachat du fonds, il est souvent plus élevé parce qu'on ne rachète pas les dettes. Donc ça aussi, ça peut influer sur est-ce que je reprends le fonds ou est-ce que je reprends l'ensemble avec les titres de société. Après, on a un formalisme plus important, mais ça, vous le verrez dans un second temps. Lorsqu'on rachète des titres de société, ben, l'avantage, c'est qu'on rachète l'antériorité de l'entreprise. L'entreprise, elle continue, c'est le gérant qui change derrière. Donc, on garde les mêmes conditions avec les fournisseurs, avec les sous-traitants, avec les banques. Le prêt bancaire va suivre son cours. Les dettes vont être basculées sur la gestion, sur la gérance. Par contre, la négociation des termes bancaires, ben, elle va suivre son cours. Les besoins de financement, après, au niveau des titres, va être relativement réduite, puisqu'on rachète les dettes de l'entreprise. Et là où il va y avoir une modification, c'est l'augmentation de votre besoin au fonds de roulement. Votre oreiller, le montant qui est nécessaire pour faire fonctionner l'entreprise. Voilà où la différence qu'il va y avoir entre le fonds et le rachat des titres. Mais après, au niveau des inconvénients, ça va être quelque chose qui va falloir voir au préalable. C'est-à-dire que, comme vous reprenez que c'est la continuité, en termes de responsabilité, vous allez être garant des erreurs ou des erreurs du prédécesseur. Donc, s'il y a eu des litiges avec les clients, ben, vous reprenez le litige avec le client. S'il y a eu des dettes fiscales ou sociales qui n'ont pas été honorées, eh bien, vous reprenez ces dettes-là. Donc, vous prenez le package, hein, vous prenez l'ensemble. Donc, là, dans la négociation, ben, il faudra voir avec le vendeur pour donner une garantie, ce qu'on appelle une garantie du passif et de l'actif. Donc ça, c'est quelque chose qui est importante à faire au niveau de la négociation, en fin de négociation, c'est d'assurer que le prédécesseur, le cédant, assure une garantie en cas d'événement qui interviendrait, qui n'aurait pas été vu au préalable dans votre analyse. Excusez-moi. Oui. Comment on s'assure de la véracité? C'est ça la garantie? Alors, le on va le voir responsabilise? On va le voir un petit peu après, comment on s'assure de la garantie des informations. On va voir comment vous allez collecter les différentes informations. C'est juste après, donc ça tombe bien, vous faites une bonne transition. Ok, merci. Au niveau de la reprise d'entreprise, il va falloir, vous avez ciblé une entreprise, il va falloir recueillir les différentes informations. C'est pour vous faire une idée du climat interne dans l'entreprise. Donc là, ce qu'il va falloir identifier, c'est comment se passe la relation entre le cédant et ses salariés. Comment se passe la relation avec les clients, comment se passe la relation avec les fournisseurs. Ça va être plein d'informations que vous allez glaner en rencontrant le cédant. Donc là, on n'est pas sur un degré d'information très, très affiné où on va avoir le bilan, le compte de résultat du cédant. Là, ça va être une première information où on va lui demander qui sont vos clients, qui sont vos fournisseurs, où est-ce que vous travaillez, où est-ce que vous intervenez. On va aller récolter de l'information avant même d'entamer le diagnostic de l'entreprise et de commencer la négociation. Donc, pour évaluer l'entreprise, parce que le cédant va, dans la majorité des cas, au préalable, lorsqu'il lance sa démarche de transmission d'entreprise, il a fait une évaluation de l'entreprise. Donc, vous allez avoir ces informations-là. Mais par contre, ce qu'il est bon de faire, c'est que vous, de votre côté, vous fassiez aussi cette évaluation. Donc, cette évaluation, on va la faire en plusieurs étapes, mais cette évaluation, elle va vous permettre de voir, vous, quels sont les éléments, si ça correspond bien, la valeur estimée par le cédant, c'est bien la valeur que vous considérez. Et puis, ça va être le moyen de négocier aussi à la fin sur la transmission de l'entreprise. Donc, comment ça se décline? Donc, tout d'abord, la collecte d'informations, c'est ce que je viens de vous présenter, qui va permettre, en fonction des données que vous allez avoir, de faire les premiers diagnostics de l'entreprise
et de pouvoir apporter les éléments qui vont vous permettre de traiter économiquement ces informations et de vous faire une idée de l'évaluation qui va en ressortir. Donc sur l'évaluation, vous verrez d'ici 10 minutes comment on fait une évaluation d'entreprise et comment on vous accompagne pour faire l'évaluation de cette entreprise. Donc la collecte d'informations, on va faire comme le parcours que je vous ai présenté au préalable. On va avoir l'information sur l'étude de marché, qui sont les clients qui sont présents, qui sont les concurrents, les fournisseurs, comment évolue le marché au niveau sectoriel, est-ce qu'il y a des nouvelles technologies, est-ce qu'il y a des produits de substitution. Ces éléments-là, ils vont être nécessaires pour notre étude de marché. Ensuite, ce que l'on va regarder lorsque vous allez visiter l'entreprise, c'est l'état de l'outil de travail. L'outil de travail, quand je vous ai dit que le fonds de commerce, ils vendaient les éléments corporels, ils vendent du matériel. Le matériel, il est estimé à une valeur sur un bilan. Ce n'est pas forcément la valeur réelle du matériel qui est présent lorsque vous visitez l'entreprise. Le matériel, il peut être renouvelé souvent, comme il peut être vétuste. Donc souvent aussi, ce qu'on met l'alerte par rapport à ce matériel-là, lorsqu'on regarde le matériel, il faut vraiment regarder l'ensemble des matériels qui existent, qui sont présents dans l'entreprise, parce que lorsqu'on transmet, souvent ce qu'on remarque, c'est qu'on a deux types de cédants. Il y a celui qui est prêt et qui a toujours maintenu son matériel renouvelé suffisamment, et puis il y a celui qui a laissé les choses se faire, qui est un petit peu dans l'urgence en disant je vais prendre ma retraite, donc je vais transmettre, mais qui n'a pas forcément veillé au renouvellement de son matériel. Donc ça va être une partie qui va être très importante, c'est de voir la qualité de l'outil de travail et d'anticiper les renouvellements que vous allez devoir faire. L'environnement humain, c'est au niveau des salariés. Quelles sont les qualifications des salariés, l'âge, la formation qu'ils ont et s'il y a du turnover, s'il y a beaucoup de turnover, même si c'est un indicateur, hein, ça reste qu'un indicateur. Si vous prenez le bâtiment, le turnover, il est quand même fort parce qu'il y a une tension sur le marché. Donc, effectivement, ça veut dire que derrière, comme il n'y a pas suffisamment d'ouvriers qualifiés sur le secteur, ça fait partie des risques. On peut avoir aussi un turnover qui est important. Mais ce turnover, il peut être aussi synonyme d'une mauvaise entente, d'une mauvaise reconnaissance du salarié. Ça peut être plein d'indicateurs. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est les aspects juridiques et sociaux de l'entreprise. Donc, quels sont les contrats? Comment est fait? Est-ce qu'il y a un bail? Quand est-ce qu'il est renouvelé le bail? S'il y a des contrats spécifiques avec des clients, des fournisseurs, des sous-traitants. Donc ça, c'est des informations que vous allez pouvoir glaner. Celles-ci, vous pouvez les avoir dès le départ ou un petit peu plus loin dans la négociation et les échanges avec le cédant. Parce qu'il faut aussi se mettre à la place du cédant qui effectivement, lui, il transmet, mais peut-être que il vous voit plus comme un concurrent qui vient récupérer des informations. Donc, il peut être relativement prudent sur le fait de vous donner des informations. Donc ça, on peut le voir dans un second temps. Et là aussi, les comptes annuels, vous pouvez les avoir assez rapidement. Pour les avoir rapidement, il faut signer en fait un document de confidentialité, comme quoi vous vous engagez à garder les informations confidentielles. Mais les comptes, en général, on les a un petit peu plus loin dans la démarche. Donc, ces éléments-là, ça va vous permettre de faire le diagnostic préalable à l'évaluation. Donc, vous avez identifié, par exemple, la vétusté de l'outil de travail ou au contraire, un outil de travail qui est performant où il n'y aura pas besoin de faire d'investissement supplémentaire. Vous êtes sur un marché qui a des opportunités, qui est plutôt en mouvement et qui génère une activité qui est bonne. Le chiffre d'affaires de l'entreprise et la rentabilité sont bonnes. Il y a quelques faiblesses parce qu'il y a du turnover. Ces différents éléments, vous allez pouvoir les poser sur le diagnostic et donc vous permettre, hop, j'avance un peu, de poser en fait les forces et les faiblesses de l'entreprise. Donc, on va voir 5 grands thèmes. L'humain en priorité, lorsqu'il y a des salariés.
parce que sachez que quand vous reprenez les salariés, donc c'est eux la force vive, c'est eux la ressource. Qui sont la ressource. Ils sont aussi parfois proches de la retraite parce qu'il y a ceux qui ont suivi le cédant part à la retraite et les salariés vont suivre et il n'y a pas eu forcément le renouvellement. Il peut y avoir du turnover, il y a plein de choses à prendre en compte sur le côté humain. L'outil de production, ben là aussi, c'est de pouvoir déterminer au niveau de l'évaluation de l'entreprise la valeur du matériel et la vétusté et de vérifier qu'il y a bien une cohérence entre le prix que va vous proposer le cédant par rapport à l'outil de production. Le côté commercial, ben, comment fonctionne l'entreprise et quels sont les contrats qui sont en cours et de voir, ben, vous, par rapport à ce que vous souhaitez faire, s'il y a une cohérence ou si le côté commercial est un peu en faiblesse et d'avoir des moyens aussi derrière de négociation. Le côté financier, c'est là où il vous faut récupérer impérativement les 3 derniers bilans et les 3 derniers comptes de résultats de l'entreprise pour voir comment évolue l'entreprise sur les 3 dernières années. S'il y a possibilité avec le cédant de remonter à 5 ans, vous pouvez le faire surtout avec l'année Covid que l'on a passée. Les chiffres peuvent être tronqués, bien évidemment. Au niveau juridique, c'est de voir aussi comment ça se passe au niveau du juridique et du fiscal, quels sont les contrats d'assurance, quels sont les, mmh, les événements qui ont pu intervenir, s'il y a eu des contrôles fiscaux, par exemple. Ça, c'est des informations qui sont importantes à glaner avant même d'aller plus loin dans le process de reprise d'entreprise. La troisième phase, ça va être justement de toutes ces données que vous allez récolter, c'est de retraiter économiquement ces informations. C'est-à-dire qu'à partir de là, le cédant, lui, va vous donner une information sur l'évaluation de l'entreprise en fonction de ce qu'il a fait faire par son comptable ou par la chambre de métier. Et vous allez confronter ces éléments-là. Donc, ce qui peut arriver, c'est le matériel, l'outil de travail, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il a été estimé. La valeur de la clientèle peut être effectivement trop vieillissante, par exemple, ou elle se délite, ou alors elle est trop, il y a trop peu de clients, donc il y a un risque par rapport à ça. Ça peut être aussi au niveau des encours clients. Les encours clients, c'est le client qui n'a pas encore réglé l'ensemble de ses factures. Mais peut-être que dans ces encours clients, ce sont des personnes qui ont eu des délais de paiement, mais ça peut être aussi des mauvais payeurs. Donc, ces éléments-là, ils vont vous aider aussi à ajuster la valeur de l'entreprise. Donc, au niveau de l'évaluation, on va avoir 3 grandes méthodes d'évaluation. La première, c'est la patrimoniale. C'est ce que vaut l'entreprise par rapport à ce qu'elle possède. Donc là, c'est le matériel, la valeur de la clientèle. C'est cette partie-là, là, on est vraiment sur la valeur du patrimoine de l'entreprise. Il y a aussi la méthode de rendement. En fait, on va évaluer l'entreprise en fonction de ce qu'elle peut rapporter, ce qu'elle peut vous rapporter. On est vraiment en termes de rentabilité de l'entreprise. Et puis, il y a la méthode des comparables. Là, on compare juste par rapport à ce que valent les autres entreprises. Donc là, sur les prix du marché, on va faire une comparaison par rapport aux autres entreprises qui sont à céder sur le secteur. En général, on se base sur les deux premières méthodes. C'est la méthode patrimoniale et conjointement mixée avec la méthode de rendement. Il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas de solution miracle sur l'évaluation. Chaque cas est unique. On va prendre en compte la méthode patrimoniale. L'entreprise peut valoir beaucoup, mais avoir une faible rentabilité. Donc, ça peut être difficile d'avoir une évaluation qui corresponde à ses besoins. Si l'entreprise ne génère pas suffisamment de rentabilité, ça va être difficile pour vous de pouvoir rembourser le rachat de l'entreprise. Si l'entreprise, elle est très élevée, mais qu'elle a une très forte rentabilité, vous savez que dans ces temps,
L'entreprise, vous aurez racheté, vous aurez rentabilisé grâce à ce que produit et la richesse créée de l'entreprise. C'est une bonne chose. Donc, après, en fonction des différentes évaluations, vous allez avoir un mix des 2 qui va vous permettre, vous, de vous orienter et de trouver le bon montant. Une fois qu'on est, sur l'évaluation, que vous avez fait l'évaluation de l'entreprise à reprendre et que ça correspond à ce que souhaite, transmettre le cédant. Là, on peut partir sur une lettre d'intention. La lettre d'intention, en fait, ça va formaliser l'avancement de négociation avec le cédant, dans le sens où il y aura des points de désaccord, il y aura des perceptions. Le cédant, il est beaucoup dans l'affect aussi, hein. C'est son bébé, c'est son entreprise, il l'a créé il y a 10, 20, 30 ans. Il peut avoir une vision tronquée et vous venez avec un œil neuf. Il peut y avoir des points de désaccord, notamment sur la valeur de la clientèle. Ça peut être un élément. Donc, cette lettre d'intention, ça va permettre de formaliser et de démarrer un élément juridique qui va formaliser cette négociation et cette reprise. Donc, pour le cédant, c'est intéressant aussi de savoir que vous êtes engagé dans cette démarche et puis vous, ça vous sécurise sur les points de désaccord. Donc ça, c'est important de lancer cette lettre d'intention. Et ensuite, ça va vous permettre, vous, d'avoir du temps pour pouvoir vous consacrer à votre plan de reprise. Donc, sur le plan de reprise, c'est un business plan, hein, mais c'est pour aller rechercher vos financements. Eh bien, le fait d'avoir un peu de temps, de savoir que voilà, la négociation est en cours, que vous allez reprendre, ça va vous permettre de présenter des chiffres aux partenaires bancaires et de voir au niveau des financements ce que vous pouvez avoir. Donc, derrière, le financement, il peut être des fonds propres, ça peut être uniquement des fonds propres, ça peut être des fonds propres et de la recherche de partenaires bancaires, mais ça peut être aussi des solutions que l'on voit avec le cédant sous forme de proposer un crédit vendeur, par exemple, ou un crédit bail. C'est des solutions qu'on peut avoir à partir du moment où l'évaluation a été bonne, qu'on a mis en place cette lettre d'intention où on s'engage sur quelque chose et ça va permettre de négocier sur est-ce que je pars sur un rachat complet de l'entreprise ou alors je le fais par étapes et je passe plus par un crédit vendeur ou un crédit bail. Donc au niveau de la négociation, là, on va mettre en place un protocole d'accord. Ce protocole d'accord, en fait, ça va être toutes les obligations et les droits des cédants et des repreneurs. Ça va permettre de conduire à la cession, à l'acte, la formalisation, l'acte de cession d'entreprise. Là aussi, sur la cession de l'entreprise, lorsque vous allez reprendre l'entreprise, les documents juridiques, ils sont nombreux, c'est un formalisme qui est fort. Là aussi, tout se décide au préalable. J'entends par là qu'il ne faut pas qu'il y ait de surprise au moment de signer l'acte. C'est trop tard. Donc ça, cet acte de cession, c'est pour ça qu'il y a un protocole d'accord au préalable. Ce protocole d'accord, il va fixer toutes les conditions nécessaires à la réussite de la transmission. Et ensuite, l'acte de cession, il va formaliser l'ensemble. Sur la reprise, une fois que vous avez repris l'entreprise, donc là, je vais y passer très rapidement. En fait, les actions prioritaires, c'est les 100 premiers jours qui vont véritablement compter. C'est pour bien gérer la transition. Ce qu'il faudra, c'est mener des actions au niveau des salariés. C'est là où la conduite du changement va être la plus à travailler. Et puis, de rencontrer les fournisseurs, les banquiers, les clients. Sachez que par rapport à ces 100 premiers jours, il y a la possibilité de se faire accompagner par le cédant. Le cédant peut faire du tutorat, du mentorat et vous accompagner sur les 6 mois qui suivent la transmission. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous